good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe de RLM revient sur le fantôme de De Vialet. Ce système hi-fi audiophile fabriqué en France est présenté comme la meilleure enceinte sans fil au monde. Des arguments qui ont convaincu Apple qui a signé un contrat de distribution exclusif. Alors, comment le son et l'ingénierie à la française ont séduit la team de Cupertino? L'avenir de la musique va-t-il passer par la haute définition? Débat. Bonjour à tous et bonne année, bienvenue dans le studio Dailymotion. Vous en avez l'habitude chaque semaine dorénavant. Dailymotion qui le diffuse en exclusivité dès le vendredi soir sur notre chaîne sur Dailymotion. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous serez prévenu en temps réel de la mise en ligne d'une nouvelle émission. Cette semaine pour parler de Vialet, des habitudes à refait le Mac, on commence par Paul Rony, l'anthropologue du Mac et également le Benjamin de cette émission qui exceptionnellement aujourd'hui est en duplex. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va? Ça va bien, tu es puni, on t'a mis au placard. Ben voilà, exactement. Non, parce qu'on a un invité en plateau et c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir plusieurs intervenants autour de cette table, mais vous allez découvrir dans un instant. Autre historique, autre habitué dont on refait le Mac, il s'agit bien sûr de la touche charme de cette émission. Fanny, bouton de fannysparty.com. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier, bonne année. Bonne année Fanny, c'est bien passé ces vacances de Noël un peu prolongées? Oui, c'était bien. Bon. J'avoue que l'Asie, c'est toujours agréable. Alors, vous le savez, Fanny, c'est notre vigie du web. C'est elle qui collecte vos questions sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions avec l'hashtag ORLM et via le compte @on refait le Mac sur Twitter. Autre historique de cette émission, un habitué d'On refait le Mac. Il s'agit de Rodrigo Sepulveda Schulz, investisseur avec son nouveau fonds de capital risque Expon Capital. Bonjour Rodrigo. Salut Olivier, bonne année à tous. Bonne année, tu es où Rodrigo? Je suis à Londres. D'accord, donc ça voyage, ça lève des fonds de tous les côtés, c'est ça? C'est pas pour ça qu'il est là. On parle pas de vie privée, Cédric Ingrand. Puisqu'il a pris la parole, il est là. Ça fait un moment qu'on ne l'avait pas eu avec nous. Cédric Ingrand de la chaîne Info, un autre historique de cette émission. Le journaliste est bien connu. Bonjour, mon cher Cédric, comment ça va? Et bientôt en clair, ça va faire très Oui, mal. à la fin du mois, soyez au rendez-vous sur LCI. Quand j'aurai la date, je vous la donnerai. Mais pour l'instant, c'est en clair de sa lingerie. Oui, la bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, LCI arrive en clair sur la TNT. Donc, vous ne serez plus obligé d'être abonné à CanalSat ou au câble pour suivre les aventures de Cédric dans plein écran chaque semaine, samedi 17h10, c'est bien ça? Ouais, surtout le passage du payant au gratuit veut dire aussi, par exemple, qu'on va pouvoir faire des choses incroyables, comme, tu vois, des podcasts. Ah, ça va être super. C'est une vraie question, ça. Ceci n'est pas une annonce. Hein. C'est une vraie question, parce que les archives, maintenant que Watt TV a été fermé, Ouais. elles vont où les archives? Non, il n'a pas encore fermé Watt TV, on va se calmer, parce qu'on est encore un peu hébergé chez eux. Deux précisions. Watt TV n'a pas fermé. Deuxième précision, je ne suis pas attaché de presse du groupe TF1. On n'aura jamais fini à 19h. Je renverrai aux gens qui savent vraiment. La seule information que j'ai, c'est que Watt n'existera plus comme site de destination, mais ses meilleurs contenus seront toujours disponibles sur le site tf1.fr, comme par exemple On refait le Mac. Oui, mais allez plutôt le voir sur Dailymotion, c'est beaucoup mieux. Voilà, pas de Monsieur X cette semaine. Un écran avec un flux RSS. Voilà, pas de Monsieur X cette semaine parce qu'il est en formation, mais il est avantageusement remplacé par un des premiers utilisateurs du Fantôme en France qui connaît par cœur la dernière enceinte de Vialet. Le Fantôme qui est, regardez juste devant moi, magnifique. Il s'agit de Sébastien Adamovitch. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Alors Sébastien, on t'a demandé d'être avec nous parce qu'effectivement tu connais bien le produit et donc tu as un peu de recul. Nous on l'a découvert il y a quelques jours simplement. Oui, effectivement, j'ai été un des premiers acheteurs. Je l'ai acheté avant même qu'il soit sorti. Ouais, tu l'as Confiance préacheté. aveugle dans le produit et la marque. Donc c'est un bon client pour vous, Quentin Sagnier. Bonjour Quentin Sagnier, vous êtes le PDG de Vialet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Olivier, merci beaucoup. Alors c'est une belle aventure que cette enceinte et que de Vialet en général. En quelques mots, de Vialet, son histoire, son œuvre. De Vialet, c'est une société qui a inventé une nouvelle technologie pour amplifier le son en 2004. Premier brevet en 2004, création de la société en 2007. Premier produit, un amplificateur très haut de gamme en 2010. De Vialet Qui a raflé tous les prix, hein. Voilà. Qui a tout marque vraiment audiophile, une volonté de se positionner en haut de gamme. Se positionner comme étant le meilleure technologie au monde en matière d'amplification. Et Fantôme, qui était prévu dès le moment où on a créé la société,
c'est le premier produit, nous on appelle mass premium, c'est-à-dire c'est du cool luxury d'une certaine façon. Pour vous, c'est un produit grand public. Il allait quand même facturer entre 1500 et 2000 euros. Hein, mais ça voilà, reste- c'est ça. Mais c'est un produit de passion, comme on s'achète un beau vélo, comme on s'achète un produit de ce type-là. Alors la fantôme, regardez, elle est ici devant moi en plateau. C'est vrai que c'est un très bel objet. Vous avez 1 heure pour nous en parler et pour nous convaincre. En tout cas, une personne que vous avez convaincue, c'est la responsable des Apple Store à San Francisco et chez Apple aux États-Unis. Mais avant justement de nous raconter cette belle histoire, on passe tout de suite au chiffre de la semaine avec Paul Rony. Alors Paul, quel est le premier chiffre de la semaine, de la saison, de l'année, Paul? Bah écoute, le premier chiffre de la saison, de l'année, c'est la marge brute d'Apple qui s'est établie à 38%. Ouais. Donc, elle est ici comparée à celle de LVMH et de Hermès. Pourquoi? Parce que les Apple Store sont les boutiques qui sont les plus rentables, on va le voir après, et c'est celles qui ont qui font les plus gros chiffres d'affaires, qui rapportent le plus, qui ont la plus forte croissance de très loin. Donc là, Voilà. la Et marge même sur la d'Apple est supérieure à une marque de luxe. C'est un bon Exactement. exemple que tu as donné avec 32 avec Hermès pour exactement aujourd'hui la marque de luxe qui génère le plus de marge brute. L'autre chiffre que tu voulais mettre en avant? L'autre chiffre que je voulais mettre en avant, c'était le chiffre d'affaires dans les Apple Store au mètre carré qui est de 6050 $. C'est énorme. Pour Tiffany & Co, qui pareil est une marque semi-luxe, qui est un bijoutier, c'est 3017 $. On considère qu'à partir de 300 $, c'est un très bon chiffre. Voilà pour vous donner une idée un petit peu de l'amplitude de ces chiffres. Alors Quentin, par réaction, est-ce qu'aujourd'hui, on le voit avec ces chiffres phénoménales, est-ce que aujourd'hui, un Apple Store est une boutique de luxe? Parce que quand je vois ce chiffre, 6050 $ le mètre carré, c'est plus que Tiffany's. Alors d'abord, ça montre le rendement, c'est-à-dire l'efficacité commerciale d'une boutique Apple. Donc, ce qui en soi ne définit pas un marchand de luxe. Ouais, en termes de marge, si, quand même. Ouais, un petit en peu. termes de marge, en termes de jouets, les 38%. Mais ce qu'il y a dans ce domaine du consumer électronique, Apple, c'est à peu près 3 fois les marges d'un compétiteur comme Samsung en niveau de marge relative. Sachant que Samsung, c'est déjà 3 fois d'un HP ou d'un... Ouais, voilà. Donc on a des Sony, niveaux de marge qui sont effectivement extrêmement forts. Et après, Apple a inventé un système de distribution. Il a des produits exceptionnels qui justifient que les gens aillent chez lui. Et donc, quand ils sont là, c'est une vraie machine à vendre avec énormément de vendeurs, beaucoup de conseils, relativement peu de magasins. C'est un peu moins de 500 magasins dans le monde. Donc Quoique le marché américain, il est quadrillé. Avec plus de 200 magasins. Ce qui est une bonne nouvelle pour vous, parce qu'on le répète, vous allez distribuer dans les principaux, en tout cas au début, magasins américains. Principaux, pardon. Donc c'est la meilleure machine à vendre du monde, qui vend les produits les plus désirés par les consommateurs, avec un modèle qui est complètement dédié à la vente de ces produits-là. Donc c'est extraordinaire. On sait que Steve Jobs, pendant de nombreuses années, a réfléchi à ce concept avant de l'établir, avec un concept un peu différent de vente. On ne va pas forcément vous forcer à vendre quelque chose, où les prix sont presque cachés dans un Apple Store. Est-ce que quelque part, aujourd'hui, on n'est pas venu, vous disiez, il n'y a pas beaucoup de magasins, un peu à la limite de ce concept? On sait qu'Apple réfléchit beaucoup à faire évoluer son Apple Store. En France, il y a beaucoup de grogne autour des Apple Store parce que le service n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'il était les années précédentes. Quelle est votre analyse aujourd'hui? Moi, je pense que ça reste la meilleure machine à vendre existante. Il y a 2 nouveaux Apple Store qui sont dans le nouveau concept sur lequel Apple travaille, et qui se trouve à Dubaï et à Bruxelles. Donc, celui de Bruxelles, pour nous, il est assez facile de s'y rendre. Et là, les prix sont encore moins présents, les produits encore plus magnifiés. Donc, mais je pense que globalement, le modèle est intéressant. C'est vrai que je pense aussi que c'est un modèle dans lequel les vendeurs sont très peu vendeurs, et c'est sans doute... Ils ne sont pas intéressés sur le chiffre d'affaires. Voilà, mais ça, c'est sans doute une bonne chose, mais en même temps, on les pousse pas tellement à aller vers l'acte de vente. Et c'est, je pense... pas forcément valorisant pour eux à la fin du mois non plus. Voilà, donc c'est peut-être aussi des choses qui vont évoluer dans le temps. Voilà, mais je pense que globalement, ça reste de très très loin le meilleur système de vente du monde. Enfin, c'est incomparable, les chiffres. Enfin, on l'a vu par rapport à des acteurs du marché qui sont des acteurs exceptionnels. On a des performances qui sont jamais atteintes par aucun réseau de distribution. Alors, les Apple Store, on va beaucoup en parler ce soir puisque c'est la première partie de cette émission. Comment Devialet a séduit Apple? C'est maintenant avec Quentin. Alors, comment Devialet a séduit Apple? En octobre dernier, vous avez signé un contrat, Quentin, de distribution exclusif avec Apple pour être présent dans près de 15 plus gros Apple Store. C'est bien ça? On en est là aujourd'hui? C'est ça ce contrat? Est-ce qu'on peut le détailler brièvement?
Alors quand il s'agit d'Apple, c'est toujours compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est pas un contrat exclusif absolu. L'idée, c'est qu'aux États-Unis pour l'instant, et puis progressivement dans le reste du monde, notre grand distributeur sera pas, par exemple, Best Buy ou MediaMarkt, mais ça sera Apple. Ouais. Voilà. C'est pas très courant qu'Apple ouvre comme ça les portes de sa Apple Store aussi facilement, en tout cas à première vue, quand on est de l'extérieur et spectateur comme nous ce soir, à une marque, d'autant plus une marque française, une start-up. Qui a joué l'entremetteur? Comment s'est passée la rencontre concrètement? En fait, c'est jamais facile et c'est des choses qui prennent du temps. Donc c'est beaucoup de contacts chez Apple, autour d'Apple. Il faut dire qu'on a reçu un accueil en Californie absolument exceptionnel de beaucoup de gens de la tech américaine qui nous ont énormément aidés à rencontrer des gens, à séduire, à présenter notre produit. Et ce produit fantôme, c'est un produit qui fait le job tout seul, c'est-à-dire vous arrivez, vous branchez le produit, vous appuyez sur play et c'est le meilleur son du monde et en 3 minutes vous séduisez tout le monde. Donc il a fallu quand même arriver jusqu'à la porte d'Angela Ahrendts. Angela Ahrendts, c'est la patronne, la vice-présidente en charge de la distribution de tout ce qui est Apple Store en ligne et Apple Store magasin et expérience client globalement. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a joué l'entremetteur. Donc il y a Marc Benioff qui est le patron de Salesforce qui a été le trigger, le déclencheur qui a ouvert. Il nous a connectés avec Neil Young, will.i.am. Un jour, je lui demande est-ce que tu connais des gens dans le domaine de la musique, et il fait un mail de réponse dans la minute à justement Madonna, will.i.am, Neil Young, etc. Qu'on voit derrière vous, et je lui dis mais tu connaîtrais pas par hasard Angela Ahrendts, on voudrait la rencontrer, et il fait dans la minute de la même façon un mail à Angela Ahrendts en disant il faut absolument que tu rencontres ces gens-là. Mais il se trouve que on l'a rencontrée très très vite, puisqu'elle nous a dit ok très vite, mais que tout le travail qu'on avait fait autour de ça a beaucoup contribué aussi au fait d'arriver. Voilà. Et donc Vous passerez son mail tout à l'heure, parce qu'on voudrait inviter 2-3 personnes dans cette émission. Peut-être ça peut nous aider. Alors, comment s'est passé la négo? Vous avez dit que ça a été très très vite. On nous dit plutôt que, pour être des spectateurs un peu privilégiés dans cette émission de l'actualité d'Apple, que parfois les négociations sont parfois un petit peu rudes avec les responsables d'Apple. On nous dit que Apple va jusqu'à imposer sa propre patte sur le packaging, parfois même de faire des modifications physiques d'un matériel qui est vendu dans l'Apple Store. Qu'en est-il du côté de Devialet? Vous achetez le produit avant, vous achetez le produit après, vous constatez qu'il n'y a absolument aucune différence. Donc ils vous ont même pas fait changer le câble jaune. Ils nous ont même pas fait changer le câble jaune, c'est vous dire. Large. Voilà, le câble jaune, c'est le câble d'alimentation et c'est le seul câble de cette enceinte. On fera une démo tout à l'heure. Donc non, on a rien changé. Ils ont du goût, eux, Monsieur Ingrand. Voilà, je pense qu'ils ont adoré le produit. Je pense qu'ils ont compris ce que ce produit était capable d'apporter au magasin Apple. C'est un produit très valorisé dans les magasins. C'est un produit qui apporte une expérience complètement nouvelle, nettement hors catégorie par rapport aux produits existants. Donc après les détails de la négociation, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est très très content d'être là où on est. Et on a clairement pas mis l'entreprise en péril, au contraire. Ouais. C'est peut-être une question idiote, mais est-ce que les gens dans les Apple Store vont pouvoir l'écouter? J'imagine que oui, mais il faut pas trop fort alors, parce que vous allez voir que oui, c'est ça le problème. Ça arrache. Si l'idée c'est de créer des émeutes dans les Apple Store, donc non mais je suis sérieux. Donc le but est d'être capable effectivement de jouer et de jouer fort. Ouais. C'est des choses sur lesquelles on est en train d'affiner avec une app spécifique qu'on développe pour les Apple Store. Vous voyez quand même qu'il vous a amené quand même à faire quelques développements sur mesure quand même. Oui, mais c'est aussi notre volonté. Je pense que c'est notre volonté commune. Donc, pour être capable d'apporter des démonstrations dans des temps très très courts, parce que dans nos propres magasins, on arrive à faire des démonstrations avec un peu de temps. Dans l'Apple Store, il faut séduire en quelques secondes. Ouais. Un petit mot quand même sur Angela Ahrendts, c'est donc on l'a dit la patronne des Apple Store. On a lu beaucoup de choses sur l'ancienne patronne de Burberry qui a été débauchée à prix d'or par Tim Cook pour diriger les Apple Store. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, puisqu'elle n'est pas très, elle n'a pas eu l'occasion véritablement de s'exposer outre mesure. Non, je peux clairement pas parler en. Est-ce que c'est un bon casting déjà? Mais je pense que c'est un casting. Je pense que c'est un casting exceptionnel. Humainement, ça s'est bien passé. Non, ça vous pouvez le dire. Je pense que ça s'est très bien passé.
Je pense il faut être capable d'avoir une très grande sensibilité et en même temps être capable de décisions très fortes. Et je pense que c'est la clé d'un grand manager. Et je pense qu'elle a ce profil-là largement, enfin, de manière exceptionnelle. Alors, ce casting, il avait été pas mal décrié parce que, d'une part, non pas parce que c'est une femme, bien sûr, mais parce que c'est une personne qui vient d'un autre univers que celui de la tech, d'un univers plutôt du luxe, Burberry. On sait qu'elle a fait un travail remarquable chez Burberry parce qu'elle a réussi à numériser la marque, à faire en sorte que la marque soit très présente sur le web. Pour vous, vous trouvez ça naturel, justement, qu'une responsable d'une marque, d'une grande griffe, il y a Angela Ahrendts, mais aussi Paul Deneuve, un ancien d'Yves Saint Laurent, l'ancien patron d'Yves Saint Laurent du côté de l'Apple Watch. Vous trouvez ça normal qu'aujourd'hui les marques de tech essayent de se démocratiser ou du moins attaquer du nouveau public en montant en gamme et en misant sur le premium? Mais je pense qu'on est la démonstration qu'il faut venir d'un autre métier pour être capable d'innover. C'est pas les géants de l'audio qui innovent ces Devialet, c'est pas les gens qui sont depuis 30 ans dans un même métier qui sont capables d'apporter des vraies ruptures. Donc je pense qu'elle a un travail considérable à faire pour donner à cette marque, qui est absolument exceptionnelle, encore plus de caractère, créer encore plus de désirabilité, de donner au magasin une puissance encore supérieure. Je pense elle a exactement le profil qu'il faut. Et venir d'ailleurs, c'est clairement un atout majeur dans ces conditions. On sait que les débuts ont été un peu difficiles, Rodrigo, Cédric, avec le lancement de l'Apple Watch, un problème de disponibilité, un mode de distribution assez particulier, l'Apple Watch qui n'était pas disponible partout, juste en démo, juste en précommande. On n'a pas forcément vu grand-chose de ce que nous prépare Angela Ahrendts. On sait qu'il y a le nouveau magasin, vous en parliez Quentin à l'instant. Elle a un sacré chantier devant elle. Il y en a quand même qu'on attend. On attend de voir la tête du nouveau magasin de San Francisco qui sera forcément... Alors chez Apple, on te dit non, nous on n'a pas de flagship. Ouais, d'accord, si tu veux, mais enfin, je te promets que le jour où les Champs-Élysées vont ouvrir, tu vas voir ce que tu vas voir. Si tu as lu le Figaro cette semaine, Cédric. Mais je lis la presse aussi, tu sais. Et évidemment, celui de San Francisco. Et on peut pas dire que celui de Ginza à Tokyo n'est pas un flagship. Enfin, voilà. Oh, la 5e avenue, tout simplement. Maintenant, le cube de verre. En même temps, ce qu'on voit dans le travail d'Angela Ahrendts, et pas forcément ce qu'on est censé voir. Son travail, il est derrière. Il est justement d'abord dans la sélection des produits, dans le back-office, etc. Enfin, son travail, c'est l'expérience. Donc, c'est cette chose qui ne se voit pas, mais qui fait la différence, je pense. Et c'est amusant parce que c'est exactement ce qu'elle avait fait chez Burberry, là, en tant que CEO. Donc, elle recouvrait aussi totalement les produits. On va pas lui reprocher les quelques ratés au démarrage de l'Apple Watch. C'est pas du tout sa responsabilité. Et elle venait d'arriver. Mais c'est drôle parce que moi, je l'avais croisée. Elle était très abordable à l'époque quand elle était chez Burberry, surtout quand elle allait justement dans les conférences de Marc Benioff à Salesforce. Vous pouviez la voir au sortir de la scène, lui poser 3 questions, c'était sympa comme tout. Aujourd'hui, évidemment, c'est terminé. C'est un peu plus compliqué. Rodrigo, ton opinion sur ce qu'on disait en préambule autour des Apple Store, à savoir qu'aujourd'hui, on est peut-être à la fin d'une histoire, d'une ère, d'un concept, qu'il fallait renouveler ça, et c'est la mission d'Angela Ahrendts. Quand Apple a retiré la distribution à tout un écosystème de revendeurs pour y aller en direct. Et à l'époque, je vous avais dit, effectivement, ils remontent dans la chaîne de valeur, donc ils gardent de la marge. Mais surtout, ce que l'on ne dit pas assez, c'est que Apple construit une expérience de marque. Et c'est ça, ce que Angela Ahrendts a fait chez Burberry. À l'époque, c'était une marque très dévoyée, qui était devenue assez low cost, c'est vrai. Et qui était utilisée dans tout. Et elle a reclarifié la marque. Un petit peu ce qu'avait fait Domenico Del Sole avec Tom Ford à l'époque chez Gucci. On renettoie et en préambule, Quentin nous disait, on est dans le luxe cool, on est dans le premium de masse. Cool luxury, c'est ça qu'il faut faire. On construit l'expérience et le magasin, c'est du showrooming. On vient pour se sentir bien, pour se sentir une appartenance à un univers, à une marque. C'est une prise de position, c'est un fashion statement d'être client chez Apple. C'est un fashion statement d'être client chez Devialet. Les amis qui viennent chez soi dans son salon, là j'ai 2 Devialet fantômes devant moi, ils disent mais qu'est-ce que c'est? On partage une expérience commune. Donc c'est moins un produit, c'est moins la taille, le poids, la hauteur, la largeur que l'on achète, mais c'est plus la marque. Et travailler une marque, ça travaille sur la durée, sur le temps, sur des critères extrêmement forts. Au-delà des qualités de la fantôme, on revient sur la fantôme, au-delà de la qualité de la fantôme de Devialet, est-ce que c'est pas ça qui a fait mouche quand vous avez rencontré Angela Ahrendts, à savoir que vous avez un positionnement produit finalement très en phase avec celui d'Apple, voire même supérieur en termes de positionnement, vous partagez un petit peu les mêmes valeurs en clair?
On a une histoire personnelle très longue avec Apple, moi-même depuis très très longtemps. Vous disiez en préparant cette émission que vous lisiez SVM Mag dans ce plaisir. Je pense le premier suivi refait la main du temps d'SVM Mag. C'est vous dire. Donc après, c'est clair qu'on apporte encore du premium. Ouais. Et puis on a aussi développé nos propres boutiques. Rodrigo, on a, comme tu le sais, 2 boutiques à Londres, une chez Harrods et une autre à Westfield. Que je connais bien, celle d'Harrods, et je te félicite pour l'extraordinaire recrutement de Victor qui vend les deux violets chez Harrods. On va vous laisser. Les private jokes de Rodrigo. Non, mais le fait qu'on soit nous. Ils ont inventé un service après-vente chez Devialet extraordinaire. C'est vraiment super. Hein. Bon, super. On a aussi le partenariat avec les boutiques Click en France qui est intéressant. On est trop content pour Victor. Voilà, donc on a développé nos propres boutiques, on a développé un design de boutique, on a développé une expérience de boutique, et l'idée c'est d'arriver à reproduire ça dans les Apple Store. Est-ce que c'est pas ça, finalement, un peu la morale de l'histoire, quand on l'a pas dit en préambule de cette émission, mais c'est un produit qui est produit, conçu et produit en France. Hein, il n'est pas design in France and manufactured in China. Est-ce que c'est pas la seule voie à suivre aujourd'hui dans l'électronique pour une marque française, de cibler plutôt du haut de gamme, voire du très haut de gamme, pour pouvoir se faire un nom et construire et pouvoir se développer à l'export? Nous, c'est en tout cas la voie qu'on considère comme étant la bonne, c'est-à-dire effectivement faire du premium, apporter énormément de valeur ajoutée, avoir des prix qui soient des prix d'un produit premium et préféré, et d'être capable, grâce à ça, de financer notre développement et de produire ici. Alors, la question qu'on se pose, c'est quelle est la prochaine étape? On sait que chez Apple, ils ont déjà mis les pieds sur le marché de la musique. On en parlait tout à l'heure avant de préparer cette émission ensemble. Apple a lancé à la fin, au milieu des années 2000, l'iPod hi-fi, qui était une sorte de dock. On voit Steve Jobs qui le présentait à l'époque, une sorte de super dock pour iPod qui avait un son assez remarquable déjà, mais qui était intégralement en plastique, mais ce n'est pas les mêmes prix que Devialet. Après, ils ont arrêté de produire cette enceinte. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme, Apple propose à son tour des enceintes sans fil et étant donné l'image de marque d'Apple et son positionnement premium, puisse concurrencer Devialet? Quelque part, soyez une sorte de laboratoire pour eux. Alors, Apple a racheté Beats. Oui. Voilà, donc ils commercialisent 2 milliards de dollars. Ils ont mis les produits Beats dans les magasins. Plutôt sur le casque, les enceintes, il n'y a pas grand-chose. Voilà, il y a un petit peu dans les enceintes. D'après ce que dit Variety, ils auraient arrêté d'un projet d'enceinte sans fil connecté multiroom qui était dans les cartons de Beats. Je n'en sais rien. Ils auraient arrêté le projet. Et après, ce que je peux dire, c'est que Apple n'a pas les technologies de Devialet. Et je pense que si Apple veut être capable de mettre sur le marché des produits exceptionnels, il faudra aussi qu'il ait des technologies dans le domaine du son. Alors, et il n'y en a pas. Clairement, s'ils avaient voulu... Juste un petit truc, Cédric. Non, s'il te plaît. Je te redonne la main juste après. Il est terrible. Je te redonne la main juste après. Donc vous disiez que... Excuse-moi, j'ai vraiment une question. Mais moi aussi. Non, oui, mais à nous un peu. S'ils avaient voulu si vraiment ils avaient besoin de mettre en vente des produits exceptionnels, comment est-ce que vous expliquez qu'ils aient racheté Beats? C'est méchant. Non, mais c'est une vraie question, mais parce qu'on ne comprend pas. Encore une fois, je n'en sais rien, mais en tant que stratège, on va dire, je me pose des questions. Alors, justement, vous disiez, et Cédric le disait aussi, qu'Apple a racheté Beats pour 2,2 milliards de dollars. Est-ce que l'intérêt, puisque Apple n'a pas la technologie, est-ce que la prochaine étape, ce ne serait pas que Apple rachète Devialet? Je n'en sais rien, ce n'est pas dans nos plans, et leurs plans, je ne les connais pas. Pour tout dire, moi, il y a quelques années, j'avais croisé le patron de Sonos. Ouais. Voilà. Et j'avais juste une observation. Je disais, c'est amusant parce que vous êtes californien, vous êtes de Santa Barbara, tout ça. Et il y avait entre Sonos et Apple une sorte de fit dans la marque, dans le design, dans l'épuration. Enfin, il y a un tel fit que vraiment, vous débadgez Sonos, vous mettez une pomme à la place et ça y est, c'est bon.
Et alors, il m'a fait un sourire énigmatique en disant oui, vous êtes plusieurs à avoir eu cette réflexion. Et on sait qu'ils ont eu plusieurs offres de rachat qu'ils ont refusées, etc. À l'époque, on se posait des questions. Maintenant, on comprend pourquoi, parce que c'est maintenant que c'est chez Darty et tout ça. Mais je pense que l'une des raisons qui fait que De Vialet dans les Apple Store, c'est une excellente idée, c'est que de toute façon, c'est tellement différent en termes d'offres, en termes de promesses, en termes de gamme, que ça fout pas le bordel dans le reste de l'offre. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux continuer à faire de l'entrée de gamme, du moyenne gamme. Tu peux même faire d'autres enceintes sans fil, du Bluetooth, très du cohérent, Sonos, effectivement. etc. Ça ne heurte pas la cohérence du reste de l'offre. De toute façon, c'est différent, tant en termes de positionnement que de produits, que de technologie. C'est vraiment un autre produit. Ça prend quand même de la place. C'est-à-dire, on a entre 25% et 50% du linéaire audio dans les Apple Store dans lesquels on est aujourd'hui. Ouais. Wow. Ouais, Ah oui, quand même. Je pense que ça devrait bien booster les ventes. En tout cas, si Apple vous rachète, c'est tout le mal que je vous souhaite. On sait qu'Apple a raté pas mal de virages dans le domaine de la musique. On va en parler dans cette deuxième partie de l'émission, notamment dans le domaine de les enceintes sans fil, malgré le rachat de Beats. On va parler également de cette enceinte qui est devant moi à Fantôme. On va faire une démo live. Mais tout d'abord, on va passer au busomètre avec Paul Roy. Alors Paul, quel est le busomètre, le classement des rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine? Cette année, on va avoir droit à de jolies choses si on en croit le buzzomètre. Ouais. Alors on commence tout de suite avec la rumeur qui a le plus buzzé, un iPhone 7 qui n'aurait plus de prise jack. Ça semble, quand on y réfléchit, c'est vrai que le jack est une vieille technologie, mais en même temps tous les casques du marché utilisent une prise jack. Les casques qui sont disponibles pour les ports Lightning sont d'assez mauvaise facture en général, donc on est très hésitant là-dessus. On a entendu dire en marge de cette rumeur qu'Apple préparerait des EarPods soit Lightning, soit complètement sans fil. Ouais. Donc Apple en tout cas, vu le nombre de rumeurs, le nombre de sites qui en parlent, on est tenté d'y croire. On a envie de poser la question à Mais Quentin. pour moi, c'est évident que c'est une voie assurée. Je suis certain que le jack va effectivement disparaître. Ça, je suis prêt à lancer les paris. De même qu'il a disparu sur les produits audio au profit du Bluetooth. Aujourd'hui, 100% des produits audio, qui peuvent stocker de l'audio, sont Bluetooth. Et je pense Pourquoi il va disparaître? Parce qu'aujourd'hui, c'est un frein pour vous, constructeurs de matériel audiophile, à diffuser du son HD aujourd'hui, la prise jack. On reviendra sur le son HD, mais je pense que ce n'est pas tellement le problème. Je pense que c'est un problème. Le fil est une gêne. Donc il faut s'en débarrasser. Tout simplement. Voilà. Donc au-delà de la disparition de la prise jack, c'est la disparition du fil, simplement du casque. J'en suis convaincu, mais vraiment convaincu. Par contre, il faut quand même un moyen d'envoyer un standard sans fil qui permet d'avoir une qualité sonore optimale. On sait que le Bluetooth, ça n'a pas toujours été le cas. C'est le cas aujourd'hui. Avec la PTX. Je crois qu'on a des qualités qui sont excellentes. Donc, et je ne doute pas qu'on soit capable d'inventer sur le marché des technologies pour les casques qui permettent d'avoir cette qualité-là. On prend rendez-vous au mois de septembre de cette année. Ça va arriver relativement vite. Deuxième rumeur, Paul. Deuxième rumeur, une voiture Apple. Alors là, c'est Elon Musk qui a un peu éventé un secret qui l'était déjà beaucoup, en disant que ce n'était plus un secret, que c'était un secret de polichinelle, qu'Apple était en train de développer une voiture. Pour lui, c'est évident. Il avait fait une remarque assassine il y a quelques mois en disant que Apple était le cimetière de Tesla et qu'Apple avait débauché des ingénieurs qui avaient en réalité été virés. Ouais. Il s'était excusé ensuite, mais voilà, on en est là. Apple sortira une voiture, on ne sait pas quand, mais c'est presque une certitude maintenant. J'espère qu'on fera le son. Ouais, là, il y aura peut-être un autoradio audiophile dedans. Troisième rumeur. Troisième rumeur, l'iPhone 5e. Alors finalement, c'est plus 5C, c'est 5E. Alors, j'ai pris la rumeur la plus récente, mais Ouais. c'est pas celle à laquelle je crois le plus, mais ça a pas mal buzzé, puisqu'on resterait sur un téléphone tellement proche en format et en design de l'iPhone 5S qu'Apple aurait décidé de le baptiser iPhone 5e. Donc ça ne ressemblerait pas du tout à l'iPhone 6 en termes de... Si, avec les mais bras rond 2. En beaucoup plus petit, Apple en fait capitaliserait sur l'attachement au format et garderait du coup cette numérotation-là. C'est-à-dire, en gros, c'est un iPhone 6, mais avec le design de l'iPhone 6, mais avec un écran d'iPhone 5. Voilà. OK. Et des composants, on ne sait pas trop, ça va de l'iPhone 5S à l'iPhone 6S. Ça correspondrait à une sortie mars, histoire de relancer les ventes d'iPhone. C'est vrai que beaucoup de gens s'interrogent. Les résultats financiers d'Apple, c'est dans 15 jours. Sur la possibilité... Enfin, on annonce qu'Apple réduit ses productions d'iPhone 6. Il est certain que s'ils mettent un petit événement au mois de mars, on serait ravis de couvrir en direct d'ailleurs. Soyez au rendez-vous. Ça permettrait de lancer les ventes d'iPhone. Quatrième rumeur. Mais il y aura beaucoup de choses en mars, j'en suis certain, Ben puisque oui. une Apple Watch 2 en mars... Oh, on va falloir déjà changer. Alors, c'est pas Tu ne possible. seras pas obligé de changer, mais visiblement, il y aura une Apple Watch 2. Alors, Ouais.
qu'offrir de plus à ce produit? Beaucoup de choses, étant donné qu'il n'est pas vraiment fini pour le moment. Déjà, elle sera probablement un peu plus fine. Une batterie plus endurante, c'est important. C'est pas difficile. C'est pas difficile non Ouais. plus. Un chip Wi-Fi, une puce Wi-Fi qui permettra plus d'indépendance par rapport à l'iPhone. On aimerait bien un GPS intégré Ouais. et une montre définitivement étanche. Voilà. Là, tu me parles de la génération 3, là. Probablement. Ouais. Très bien. Dernière rumeur, Paul. Dernière rumeur, un iPhone à écran OLED. Alors ça, c'est dans longtemps. C'est le serpent de mer, ça. Ça C'est fait le des années serpent de qu'on mer. l'annonce. Tu te rappelles en 2 mots l'écran OLED, la valeur ajoutée par rapport à... Les noirs sont plus noirs. Voilà, le contraste. On économise beaucoup d'énergie du coup, mais il y a quand même un petit problème sur lequel Apple va devoir travailler. L'interface d'iOS à l'heure actuelle est quasiment entièrement blanche. qui Donc pose il problème. faudra passer à un nouveau paradigme. Voilà. Il y a Et, ici et c'est la grande spécialité de Samsung, accessoirement, son principal Samsung, concurrent. Et fournisseurs. Et les fournisseur. fournisseurs. Et il y a une sixième toute petite rumeur Ouais. que j'intercale comme ça Vas-y. pour être sûr, bien sûr qu'il y aura un événement en mars. Il y aura évidemment un nouveau MacBook et peut-être même 2 nouveaux MacBooks à cette conférence dont on parle de plus en plus. Voilà. Il y a beaucoup de rumeurs cette semaine, notamment, et avant de rentrer dans le studio, ce qui est tombé sur les téléscripteurs, même si on ne dit plus comme ça aujourd'hui, Quentin, c'était le possible rachat de Time Warner par Apple. On sait qu'Apple s'intéresse beaucoup à la musique. Là, carrément, ils achèteraient une major s'ils rachèteraient Time Warner, puisque Time Warner, c'est non seulement la musique, c'est aussi le cinéma, c'est HBO. Ce qui permettrait de diffuser du contenu et des propriétaires du contenu sur ces différentes plateformes. C'est cher payé, hein, près de 100 milliards on annonce, mais ça reste une rumeur. Vous y croyez à cette rumeur de La rachat? dernière fois que Apple a fait circuler ce genre de rumeurs, c'était pour annoncer le lancement d'iTunes. Ouais. C'était en 2003, je crois, au moment où ils sortent iTunes. Quelques jours avant, ils laissent courir les rumeurs qu'ils vont racheter Universal. La presse ne parle que de ça. Et le lundi matin, on annonce le lancement d'iTunes et ils ont fait un coup de presse comme jamais. Alors, ça veut dire que tu es en train de nous expliquer que la semaine prochaine, il va y avoir une annonce. Alors. Bah, peut-être. On va Qui sait. suivre. Enfin, en tout cas, Allez, rendez-vous si pour on On fait le suit Mac. les bonnes recettes. La semaine prochaine, merci Paul. On passe tout de suite aux questions de Fanny. Allez, les questions de Fanny, tout de suite avec Fanny, tout simplement, c'est la mi-temps. Fanny, pas beaucoup de questions ce soir. Non, pas beaucoup, mais une que j'aime bien, c'est est-ce qu'un jour on verra une mini fantôme avec un prix encore plus abordable chez De Vialet? C'est vrai qu'on pourrait réduire un petit peu la taille et un petit peu le prix. On a miniaturisé nos technologies pour être capable de les mettre dans Phantom. Phantom, c'est des performances qui sont démentes, c'est-à-dire c'est 16 Hz, 105 dB, hein, c'est le son d'un concert rock live. Jusqu'à 3000 watts, c'est ça en termes de 3000 watts, c'est etc. des chiffres Donc hallucinants. voilà, donc c'est des chiffres hallucinants. Évidemment, ces technologies-là, on sera progressivement capable de les miniaturiser de plus en plus et d'avoir des produits plus... L'idée, c'est d'apporter ces émotions aux gens. Donc c'est voilà. Et Après, l'idée, peut-être commercialement, c'est peut-être chatouiller un Sonos. C'est vrai qu'on parlait il y a un instant, qui a un positionnement de prix beaucoup plus agressif, hein, même s'il y a de la marge aussi du côté de chez eux. Hein. Voilà, mais je pense que ça, l'expérience n'a rien à voir avec l'expérience d'un De Vialet. Donc l'idée, c'est d'être aussi abordable que possible et être le produit le plus cher du marché, c'est-à-dire le plus désirable du marché. Cédric Rodrigo, question. Alors moi, je vois un énorme parallèle entre De Vialet et Tesla. Au début, Elon Musk a créé sa technologie de batterie sur une base Elise avec le Roadster Tesla. C'est le premium ou le D-Premium qu'il y avait chez De Vialet, qui était un ampli uniquement 2 voix à plus de 11 000 euros. Ensuite, Tesla a sorti une berline. Ils ont testé leur process et leur distribution. Et là, on voit les fantômes chez De Vialet. Et on sait bien que Tesla veut ensuite aller dans les voitures mass market. Donc, c'est quoi la stratégie annonçable publique de Vialet pour un produit mass market? Quentin. Non, mais je pense que c'est une bonne... tu as raison, c'est une bonne analogie flatteuse aussi, parce qu'on a beaucoup d'admiration, évidemment, comme pour Tesla. On ouvre cette voie-là. On ouvrira des voies dans d'autres domaines, on ouvrira des voies dans l'automobile, on ouvrira des voies dans la télévision, on va ouvrir des voies dans d'autres domaines pour lesquels le son est extrêmement important. Et je pense que dans l'audio, il faut se dire que c'est le lancement d'une épopée qu'on veut considérable. Donc tu as raison, c'est une voie qu'on ouvre et une émotion qu'on veut donner à beaucoup de gens. N'hésitez pas à regarder la caméra quand vous vous adressez à Rodrigo qui est juste en face de vous. Cédric, de ton côté, une petite question peut-être. Non, pas vraiment. Je pense qu'il a répondu à tout. Quand est-ce qu'on peut poser des questions? Demande-lui, c'est quoi la technologie de Vialet? Non, moi, je voulais juste dire à Rodrigo de Vialet.
Pardon ? C'est quoi ce brevet de 2004 dont on parle tout le temps? Alors, il y a un brevet fondateur en fait, de l'entreprise, ce Voilà. brevet 2004, qui permet aujourd'hui d'avoir une enceinte. Je ne sais pas si vous réalisez, elle est devant moi, regardez, vous avez 3000 watts dans une sphère comme ça, un tel volume, c'est assez inédit mathématiquement. Normalement, quand on construit une enceinte, c'est pas possible, on est bien d'accord. Faire ce niveau de grave et ce niveau sonore dans une enceinte de cette taille, c'est normalement impossible. Donc, Il faudrait des enceintes beaucoup plus importantes. 120 litres au lieu de... Là, il y a 6 litres Oui. sur les deux voies. C'est quoi l'astuce? C'est quoi le truc là C'est au-delà des brevets qu'on a déposés en 2004, c'est aussi 88 brevets aujourd'hui qu'on a déposés dans le domaine de l'acoustique, de l'électronique, du traitement du signal, enfin énormément de choses qui changent. Enfin, on a inventé le microprocesseur de l'audio. C'est comme si on avait inventé dans le domaine du son ce que des gens comme Intel ont fait dans le domaine de traitement de l'information, dans le domaine du microprocesseur. Donc on a toutes les technologies changent. La façon dont on pilote le haut-parleur est complètement différente de ce qui peut se passer avec un autre système d'amplification. En fait, tout change. Donc il y a énormément de technologies particulières qui sont dans ce produit-là. Je propose qu'on passe à la démo du produit, mais malheureusement, vous ne pouvez pas rester avec nous, Quentin, parce que vous avez des obligations ce soir. Merci d'être venu nous voir, nous apporter cette fantôme. On a la chance d'avoir un bêta-testeur avec nous, Sébastien, qui n'est pas encore intervenu. On va faire une démo complète, on va tous avoir la fantôme, et puis on va également parler du futur de la musique, de la HD. C'est tout de suite. Alors, la fantôme, on va essayer de vous faire une petite démo. Comment ça va? On a un témoin privilégié, donc je vous le disais, Sébastien, qui est avec nous ce soir, qu'il a essayé, qu'il a précommandé, qu'il a été même un bêta-testeur, qui était le premier à le recevoir en France. C'est une enceinte sans fil Wi-Fi. Sébastien, ça se configure relativement facilement via une application. C'est un peu le même fonctionnement, quelque part, d'une marque chère à Cédric, à savoir Sonos, via une application. Ouais, c'est exactement comme ça que ça fonctionne en fait. Il y a un seul câble, l'alimentation. Ouais, le câble jaune qui est juste là. Le câble jaune, voilà, qui pose question au niveau esthétique, mais bon. C'est un choix. Il se cache facilement, c'est un choix. Voilà. Ouais. On aurait bien aimé avoir une explication, mais. Et effectivement, il commence à vibrer. Il y a un processus d'installation qui est guidé par l'application. Alors, il faut savoir que l'application est devenue très bien. La première application. Vous l'avez là, l'application, regardez. Je ne sais pas si on la voit sur le plan large. Une indignité, mais ils sont vraiment beaucoup rattrapés très rapidement. Maintenant, l'application effectivement est très correcte, à la hauteur de ce qui se fait partout ailleurs. Et puis le guidage se fait classiquement. On lui indique quel est le réseau Wi-Fi auquel il faudra qu'elle se raccorde. En quelques minutes, ce qui est assez étonnant, effectivement, tu l'as dit, Sébastien, c'est qu'elle émet un petit son qu'entend l'application, en fait, et ça permet de presque la jumeler quasi automatiquement. Alors, ce qui vraiment, moi, m'a frappé au-delà du design, et vous direz, messieurs et mesdames, ce que vous avez pensé du design du produit. On n'était pas tous d'accord, notamment Paul, avant le début de cette émission. C'est l'incroyable réservoir de puissance. Alors, je vais lancer la lecture d'un morceau acheté sur iTunes, allons-y. Hommage à qui vous savez, bien sûr. Donc là, je ne m'entends plus parler. Je suis à 70% de puissance. Ouais. Michel 3000 watts. Si tu nous entends. Et je monte. Donc je vous annonce que notre ingénieur du son a perdu ses oreilles. Donc on voit que... Ce qui est important surtout, c'est de ne pas rester sur le volume. Le volume est effectivement dément. Moi pareil, j'ai jamais dépassé les 70 chez moi parce que bon, je suis propriétaire, j'ai pas envie de perdre ma maison. Mais parce que mais en plus c'est vrai que quand on joue des morceaux avec des très grosses basses, c'est assez incroyable. Mais moi ce que je trouve extraordinaire, c'est l'équilibre en plus. C'est-à-dire qu'un morceau qui a des basses avec quelqu'un qui chante et des aigus, on entend tout. Alors que souvent, dans des enceintes, y compris de assez bonne qualité, on va entendre. Alors, on parlait des casques Beats, voilà. Bon, soit c'est très fort en grave et donc soyons on sérieux. pas, et tout le reste est aplati, écrasé. Et en préparant l'émission, j'en ai parlé à Olivier. Je suis pas un audio. Tu n'étais pas un audiophile au départ. Voilà, je suis pas le spécialiste de jazz qui cherche le moindre souffle dans un enregistrement de 1954. Vraiment, j'aime le son et la musique, comme à peu près tout le monde. Et j'ai redécouvert ma Musitech
Et j'avais dit, pour moi, c'est vraiment un outil, un vecteur d'émotion. J'ai redécouvert des morceaux, des sons que j'avais jamais entendus. Donc puissance, Donc, équilibre, hein, Ouais. et en fait on retrouve même dans des morceaux, je dirais, qui ne sont pas forcément conçus pour une écoute audiophile, donc en clair un simple morceau acheté sur l'iTunes Store ou un simple rip d'un CD, pas forcément en qualité FLAC ou Apple Lossless, on retrouve des harmonies qu'on n'entend pas forcément sur son iPod ou simplement sur sa DocStation ou même son Sonos. Ça rappelle quand même un petit peu Sonos dans la philosophie, Cédric, hein, c'est-à-dire qu'on a une application unique. On Oui, n'envoie enfin, c'est ça, pas mais- la musique en AirPlay ou en Bluetooth comme on a l'habitude avec une Oui, enceinte c'est sans qu'en fait, fil. c'est pas juste une enceinte, c'est aussi un ordinateur qui va chercher la musique là où elle se trouve. Ouais. Là-dessus, Sonos a quand même encore une Oui, je suis bonne d'accord. petite longueur d'avance en termes de richesse de service, mais c'est pas ça que t'achètes quand t'achètes une Devialet. Oui, on est plutôt dans l'audiophile. Donc oui, c'est ça. T'achètes ça plus pour aller jouer la musique que t'as stockée dans une très belle définition sur ton serveur personnel, sur ton petit NAS domestique. Donc on va pas leur faire ce reproche-là. Ce sera peut-être un véritable angle le jour justement où ils feront, je dis une bêtise, tu vois, une enceinte à 500 €, quoi. Ouais. Mais à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Juste moi, Sébastien. mon utilisation, alors j'ai investi un peu plus que le Devialet Phantom en trait de gamme, 1690 €. Tu as pris le modèle à 3000 watts, c'est ça? Voilà, j'ai pris que 3000 watts. Que 3000 watts. Et voilà. Donc tu es le meilleur ennemi de tes voisins. Ouais, parce que j'ai des voisins à moins de 100 mètres. Alors, Ah, ça va alors. Ça va? Mais j'ai investi aussi dans le petit équipement qui s'appelle Dialogue, qui est leur routeur Wi-Fi, qui a l'avantage de colporter le signal, en tout cas sur la promesse, de manière, enfin, vraiment avec le moins de pertes possible, mais aussi de pouvoir stocker les credentials de services en ligne de streaming, type Qobuz. J'ai pris un abonnement Qobuz exprès pour, justement. Ouais, rappelons que Qobuz est le seul solution française de streaming et la seule à proposer du streaming en qualité véritablement HD. On va parler de la HD dans un instant, mais continue Sébastien. Voilà, et juste pour dire, je suis devenu assez exigeant sans être audiophile. C'est vrai que ça devient compliqué après d'écouter des morceaux. On s'aperçoit que dans sa musique, on a des morceaux plus ou moins bien encodés. On s'en apercevait pas avant. Et puis, c'est vrai que moi, depuis, j'arrive à sentir la différence. Et quand j'ai un morceau qui est juste bien, ça m'embête quand je sais que je peux avoir juste quelque chose de bien mieux. Rodrigo, toi qui as une installation audiophile à la maison, c'est important justement d'avoir une enceinte qui est capable de montrer la différence entre un morceau encodé n'importe comment ou un morceau carrément de qualité HD. On va parler de la HD justement dans un instant. Et en clair, il est nécessaire aussi d'éduquer les oreilles pour ça, ce qui n'est pas forcément évident. Et si les prix baissent, bon, on est encore loin avec Phantom, il y a encore un chemin à faire. On parlait de l'iPhone 7 donc, qui pourrait gérer justement cette HD si le port jack disparaissait. Toi, concrètement, aujourd'hui, à la maison, avec ton installation, tu sens véritablement une différence en fonction des sources? Alors, je vais insister sur un truc dont on ne parle pas du tout. Ouais. La Phantom n'est pas le seul produit chez Devialet. Il y a des amplis chez Devialet. Et leur Phantom est une enceinte amplifiée. C'est-à-dire qu'il y a un amplificateur à l'intérieur. Et la vraie qualité du son Devialet, c'est que dans l'amplification de son, il n'y a pas de distorsion. C'est un excellent amplificateur. La Phantom apporte en plus dans un espace très compact de 6 litres, un superbe enceinte. Alors moi, je la trouve pas complètement équilibrée. Ici à Londres, moi j'en ai deux. J'ai deux de Phantom 3000 watts. C'est-à-dire que tu peux les gibler encore une fois comme Sonos pour avoir un canal gauche et un canal droit. Oublie Sonos. Ouais. C'est comme si tu mais c'est la référence du marché aujourd'hui. Non, mais tu es en train de me comparer les Trabant avec une berline Mercedes. Ça n'a Cédric, rien. quelque chose. Pas d'accord. Cédric. Non, ça c'est la Trabant, c'est ce que tu veux, c'est Beats. Tu vois ce que je veux dire. Ah, très bon, c'est Beats, c'est donc Sonos, c'est BM Rapport qualité-prix. Et Devialet, c'est Porsche. Phantom Voilà. pour 1700 € x 2, parce qu'il te faut les deux enceintes, j'insiste, pour la stéréo, plus le petit boîtier routeur Wi-Fi, et si tu veux le petit 3200 de volume, tu as pour une installation à environ 3500 €, la même chose qui te coûte au moins 10 000 € dans les solutions Hi-Fi classiques. Ouais. Oui, c'est Moi, ça, mais- j'ai un amplificateur dédié qui fait 50 kg, j'ai un préampli, j'ai des câbles particuliers, j'ai des enceintes Brewer-Wilkins. Enfin, moi, j'ai une installation qui coûte un peu cher, et le son que j'ai chez moi est meilleur que le son que j'ai chez Devialet. Mais j'ai payé énormément plus pour un audiophile que ce que Et tu regrettes. Hein.
Vialet. Donc pour 2 Vialet, rapport qualité-prix, c'est excellent. C'est excellent. En revanche, c'est pas tout à fait le même son. Alors, est-ce que tu entends la différence? Ouais. Carrément. Moi, je fais la démo régulièrement. Tu mets du Spotify en streaming, donc c'est de 320 kbps, et tu mets du Tidal, donc c'est 1411, Ouais. ou tu mets du HD Master Audio, et c'est carrément plus. Tu entends, mais carrément la différence. Les nuances que tu n'entends pas dans des morceaux de jazz, par exemple, de C'est Scott vrai que Peterson, Tidal est aussi en HD. tu entends direct Hier, que tout vous à l'heure. n'entendrez pas. Hmm. Vous n'êtes pas à l'esprit de comparer du Lean avec Sonos. Hmm. On peut comparer du Lean avec De Vialet, Hmm. ou du Sonus Faber, ou des Magico, etc. Alors, encore une fois, Sébastien, pour revenir justement aux références, il y a le modèle Sonos, donc on l'a dit avec une application. Du côté d'Apple, c'est plutôt ce qu'on appelle AirPlay, le standard. Elle n'est pas compatible AirPlay, cette application. Ouais. Ça veut dire que si j'ai des morceaux de musique dans mon iPhone, certes, je peux les écouter sur l'enceinte, mais il faut utiliser l'application de Vialet, pas l'application musique. Alors, une petite précision. On peut utiliser AirPlay en fait avec une AirPort Express parce qu'en fait dans le petit logement qui sert à brancher l'alimentation, il y a une Ouais, sur le petite côté à prise gauche, là. Hmm. optique et on peut brancher un AirPort Express. Mais c'est vrai que là aussi, moi je l'ai tenté hein, parce que c'était un des freins aussi. J'aurais bien voulu continuer à utiliser iTunes. On perd. Il y a de la grosse perte. Pour le coup, c'est vraiment dommage. De passer par un AirPort Express, y compris en optique. Donc aujourd'hui, C'est De Vialet eux-mêmes d'ailleurs qui me l'avaient conseillé au départ. Ouais, Quand parce que l'appli était l'application au vraiment départ pas à la hauteur. n'était pas vraiment top, effectivement. Tu me disais ça en préparant cette émission. Au-delà, donc on ne peut envoyer sur l'enceinte que des morceaux qui sont stockés dans l'iPhone, ce qui est C'est ça. ce qui est quand même une grosse limite à mon sens par rapport à ce que peut faire aujourd'hui, par exemple Ouais. Sonos, encore une fois. Hein. Donc en clair, on peut pas, si on est abonné à une solution de streaming, sans le fameux bridge dont tu nous parlais tout à l'heure, Qui s'appelle Dialogue, oui. qui s'appelle Dialogue, qui donc lui va taper dans les serveurs C'est ça. de Tidal, Qobuz ou autre, ou Deezer Ouais, ou mais enfin, Spotify. il coûte combien le bridge? Et il coûte cher. C'est-à-dire? Je me rappelle plus si c'est 199 ou 299. Non, mais pareil, il coûte rien par rapport au prix de l'enceinte. donc Mais c'est quand pas- même. c'est pas un mais enjeu. ça ajoute la facture. Si on est à 1190, on en arrive à Voilà. 2000. Voilà. Et Bon. si quand Mais t'as- on est d'accord, il coûte rien dans le sens où, effectivement, moi je l'ai acheté parce que je voulais profiter au maximum du truc. Parce que sinon, c'était une concession que je n'étais pas prêt à faire. Comme si tu quoi. vas dans le monde hi-fi, un ampli, ça commence entre 3000 et ce que tu veux comme Oui. prix. De l'audiophile. Un ampli, Non, t'es à mais d'accord. 2000. Une panne d'enceinte, entrée moyenne gamme, tu es à 2005 la paire. Tu vas chercher des Bow Wilkins de 802, elles sont à 21 000 la paire. Tu veux prendre des Magico, elles sont à 30 000 la paire. Enfin, une solution à D'accord. 80 000 la paire. Parce C'est que ça, j'ai hein, dit, je suis dans un monde où. je ouais. suis pas prêt à mettre ces prix-là dans une installation. Et justement, moi, j'ai pris quelque chose qui était cher pour moi, mais que je regrette absolument pas. Mais c'est ce que tu dis, hein, effectivement, ça a mis à portée Absolument. des bourses, même si c'est un montant, une qualité incomparable. Oui, effectivement, moi, j'ai pleinement conscience que pour avoir cette qualité-là, il aurait fallu, il y a quelques années, que j'investisse un montant que j'aurais jamais mis dedans. Il faut avoir Je crois quelques que mètres carrés pour la ça aussi à la soit maison, bonne. quand même. Hein. C'est important. D'où Ouais. l'idée d'une C'est enceinte bonne, mais dire amplifiée. le son sera bon. Il faut que l'ampli soit bon. Et là, l'ampli de Vialet est vraiment très bon. Et c'est un truc en un. La sortie n'est pas de distorsion. Et il y en a très très peu sur cette enceinte. Ouais, on va laisser la parole un petit peu à Paul parce qu'on ne l'a pas entendu ce soir. Qu'est-ce que t'inspire cette enceinte d'abord par le design hein, et au-delà justement de ce marché de la HD, toi qui es étudiant, qui n'a pas forcément encore, et j'espère que bientôt tu l'auras, les moyens de te faire plaisir et de t'installer et d'avoir ton propre salon. Alors, pour le salon, on verra plus tard. Il faudrait déjà que ma cuisine, ma douche et mon lit arrêtent d'être dans la même pièce. Eh ben, c'est bien, t'as besoin que d'une seule enceinte. Voilà, nickel. T'en as de la chance. Rapproche-toi un peu du micro, tiens un peu loin. Paul. J'ai deux oreilles, il faut deux enceintes. Ouais, mais dans 10 mètres carrés, Rodrigo, je suis pas sûr que ce soit très utile, mais je veux bien, hein, si tu me les files. J'en mettrai une sur mon balcon. Après, non, franchement, je trouve que c'est un très très beau produit qui matche complètement la philosophie d'Apple. Aussi bien dans le placement que dans l'idée qui se font de la technologie. Ça fait très envie. Moi, après, si demain je m'achetais une enceinte, Sans fil. j'irais plutôt vers une Sonos, mais je voulais pas dire AirPlay parce que c'est pas AirPlay. J'aimerais bien avoir une Devialet, mais c'est pas possible. Et j'espère, et il a un petit peu répondu en filigrane, qu'il y aura des Devialet mini
et des mini fantômes qui pourront peut-être, on leur souhaite pas non plus, mais qui carboniseront la concurrence s'ils arrivent à intégrer leur technologie dans un plus petit produit. Par contre, sur le fait qu'Apple les rachète, je pense pas du tout. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'Apple a des partenariats avec des entreprises qui font du son très haut de gamme. Je pense même, je remonte en 86, les enceintes de l'Apple 2GS que tu achetais pour faire de la stéréo, c'était des Bose. Et ils auraient pu tout à fait racheter Bose un jour, ils l'ont jamais fait. Non, ils ne pouvaient pas racheter Bose, c'était impossible. Non, ça appartient à une famille, monsieur. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a des amplis, des puces d'amplification audio dans tous les ordinateurs, dans tous les laptops, dans tous les téléphones, dans toutes les télés, dans toutes les voitures. Et la technologie de Vialet, c'est pas l'enceinte fantôme, c'est l'amplification. Ouais, j'ai bien compris. Sinon, c'est des puces qui coûtent $3, tu vois, ou 2. Voilà. Voilà. Oui, c'est ça, voilà. Mais ils s'en vendent entre 1 milliard et 1,5 milliard par an. Mais c'est intéressant ce que disait Paul, dans la mesure où, effectivement, Apple a raté le virage de l'enceinte sans fil. On le disait tout à l'heure en creux avec Quentin. C'était pas crucial, c'était oui, pas mais Apple métier. était le centre de gravité du marché de la musique avec l'iPod, avec les docking stations, avec la fameuse prise iPod, et puis est arrivé les enceintes sans fil. Ils ont lancé AirPlay, et AirPlay, ça a fait plutôt pchit. Ça a été l'une des premières solutions sans fil du marché, de qualité, et puis ils n'ont pas su véritablement offrir et offrir une expérience utilisateur aussi avantageuse que peut être Sonos aujourd'hui, notamment en termes de logiciel et de simplicité d'emploi. Ouais, mais quand on parle de multiroom, en tout cas. La problématique d'AirPlay, c'était juste, je veux jouer le contenu de mon iPhone, de mon iPad sur une enceinte, enfin sur autre chose. La problématique de Sonos, elle était beaucoup plus aiguë. C'était vraiment faire du multiroom. Tu peux faire du multiroom avec AirPlay, Cédric. Tu peux faire du multiroom avec. Bien sûr. Mais simplement, le seul problème, c'est qu'il te faut lancer ta musique non pas sur ton iPhone, mais sur Mac, sur iTunes, sur PC. Et tu as une petite fonction où tu peux allumer différentes enceintes AirPlay dans la maison. D'accord, ça y est, j'ai compris. Mais le multiroom, ça veut dire aussi jouer des choses différentes dans chaque pièce. Enfin, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, Apple a le savoir-faire technologique pour faire évoluer AirPlay, et depuis son apparition, ça n'a pas été le cas. D'où la question qu'on peut se poser légitimement. On a aujourd'hui un petit peu un diamant brut qu'on a posé sur brut parce qu'il y a encore polissable qui est posé sur cette table, et on se dit qu'il ferait bien dans le catalogue d'Apple, surtout qu'ils ont racheté Beats parce qu'ils n'étaient pas très forts sur le streaming, et je ne pense pas qu'ils l'aient racheté pour les casques. Là, ils se retrouvent avec une solution, tu l'as dit, d'amplification assez unique au monde, différenciante, plutôt haut de gamme. On ne va pas lancer de rumeurs, mais ce serait intéressant de suivre les épisodes futurs. Ouais. Je pense aussi que c'est un produit, c'est important pour les gens qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas manipulé, c'est un produit bourgeois au sens où c'est un produit de maison. Ce que disait Paul est intéressant tout à l'heure. Il faut la maison qui va avec, il faut l'appartement qui va avec. Oui. À la différence d'autres produits, y compris ce qu'avait fait Apple, je ne me rappelle plus du nom, on l'a vu tout à l'heure, le dock. L'iPod Beaucoup de produits sont des produits mobiles que je peux emporter. Là, on est dans quelque chose qui ne bougera pas. Ça pèse 14 kilos. Oui, très très lourd. L'ampli est très très lourd. On a vu Olivier tout à l'heure. Et qu'il bouge, mais les costauds, elle s'est entraînée avant. Je vais vous faire une autre analogie. Quand tu vas en déplacement professionnel, ce qu'il faut, c'est un lit, une douche et peut-être une télé. Tu as le choix entre aller à l'Ibis, le Formule 1, le Novotel Sofitel, je ne sais pas si on est d'accord. Ça dépend de tes moyens aussi. Ou la Palace. Oui, ça dépend de tes besoins, ça dépend de tes attentes. Tous remplissent la même fonction. Donc quand vous comparez Sonos à Devialet à du Macintosh Labs, c'est ce que j'ai chez moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, mais ils sont sur une trajectoire où ils vont avoir à un moment des produits comparables en termes de prix. Oui, ou du moins ils vont descendre en gamme. Ça va dans le sens de l'histoire. Voilà. C'est comme quand Tesla fait du mass market. Mais tout ça est très intéressant. Mais je pense que l'analogie avec Tesla s'arrête à un moment. C'est que Elon Musk, lui, il a mis tous ses brevets dans le domaine public. Oui, voilà, c'est pas la même approche. Sur cette vous laisser, je suis très très en retard. Merci Cédric, à bientôt. Oui, mais c'est vrai que pour conclure, et on aura les coups de cœur de Cédric une autre fois, c'est qu'effectivement, le sens de l'histoire, c'est que que Phantom, enfin du moins que cette enceinte se réduise en taille, donc et puisse être jouée en termes de puissance. On n'a pas forcément besoin de 3000 watts dans un studio, et ça, Paul l'a très bien illustré. Et au-delà, voilà, décliner une gamme comme Apple a fait avec l'iPod. L'iPod était autour de 600 ou 700 euros à sa sortie, et il a fini à 30 ou 40 euros avec l'iPod Shuffle, quoi. Donc il y a des choses à faire. On va voir si l'avenir nous donnera raison. On ne veut pas lancer de rumeurs, il y en a suffisamment dans la planète Apple pour qu'on en rajoute ça sur le dos de Devialet, mais je pense que ça va être un feuilleton intéressant. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission, on passe tout de suite
à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Rodrigo. Alors, quand vous cherchez à savoir comment marche l'IFI, vous pouvez probablement lire SVM Mac et 01 Informatique et tout ça, tous les vieux titres très très grand public. Oui, Ça surtout va qu'il vous parler du n'existe plus, dernier mais bit, bon, c'est de c'est pas l'Oppo grave. P3 peut-être. Je suis bien passé pour le savoir. Mais bon, continuons. Voilà. Ouais. Mais si vous êtes un petit peu passionné par l'IFI et par le vrai son, moi je lis religieusement sur mon iPad, donc je suis abonné en numérique, vous pouvez faire pareil, 2 magazines. Le magazine qui est moyen haut de gamme, ça s'appelle What IFI. Il y a une version en ligne où les articles sortent un petit peu plus tard. C'est la version anglaise que tu lis, hein, c'est ça? Ah ben, la presse IFI, elle est anglaise. Mondiale, elle est anglaise. C'est la référence mondiale dans le son, c'est eux qui ont inventé quasiment tout. Et What IFI, c'est le moyen haut de gamme. Donc on parlera probablement de Devialet dans ce positionnement là-dedans. Comparé à tous les autres, on va trouver du NAD, du Rotel, tous ces gens-là dedans. Et c'est une actualité sur tout ce qui est lié au Wi-Fi et au home cinéma. C'est vraiment très très bien. Maintenant, si vous êtes vraiment passionné, et moi je le lis, c'est carrément le très haut de gamme. Ça s'appelle The Absolute Sound. Et c'est un autre magazine. Et là, on tourne sur des enceintes, joli, à 30 000, 40 000, 50 000, 80 000, voire 250 000. Donc des marques comme Magico, Sonus Faber. Le prix d'un appartement, quoi. Martin Logan, etc. Mais là, on est sur des installations très très pures. Ouais. On va vous décrire les câbles, la technologie des câbles qui relient les appareils, les câbles de secteur, les câbles qui vont vers les enceintes. Et ça commence avec par exemple les Nordost. Les bleus, par exemple, c'est à 150-200 € le mètre. On va aux Odin qui sont à 2500 € le mètre. Ouais. Et vous allez comprendre pourquoi si vous êtes vraiment passionné. Donc voilà, si vous voulez lire à pas cher, c'est quelques euros, vous pouvez lire What IFI et The Absolute Sound. Ouais, et petite parenthèse, Rodrigo, on l'a pas dit tout à l'heure, mais il faut quand même du temps hein, pour apprécier quand même ce matériel haut de gamme, ne fût-ce qu'apprécier un morceau en HD. Il faut éduquer les oreilles, de même qu'il faut éduquer le palais, tu es bien passé pour le savoir. Donc si Apple veut faire de la HD, veut un iPhone 7 sans prise jack en clair, ça va permettre de démocratiser énormément ce type d'écoute, puisqu'on aura un niveau d'encodage qui sera supérieur et des casques, ne fût-ce que des casques pour écouter de meilleure qualité. Oui. Pardon, tu prends une berline Mercedes ou BM, tu es chez What IFI, ouais. Et si tu veux acheter une voiture de sport, Maserati, Ferrari, Lamborghini, tu vas chez The Absolute Sound. Bien. Merci Rodrigo, tu dois t'en aller, je crois. C'est ça. Bonne soirée Rodrigo et à la semaine prochaine. Fanny, ton coup de cœur. Est-ce que tu sais c'est que ça? Alors, quelque chose me dit que tu mets un iPhone à l'intérieur? Alors, tu peux mettre un smartphone, mais en fait, c'est un planétarium embarqué. Tu mets en effet ton petit téléphone là, tu as des petits caches de mousse, etc. Et donc, ça s'appelle Universe to Go. Ça te permet justement d'apprendre et de voir les étoiles en réalité augmentée. Alors, ça vaut une centaine d'euros. Tu as une petite application à télécharger. Alors, ça peut être iPhone, ça peut être un téléphone sous Android, il n'y a aucun souci. Et voilà, je trouve que c'est vachement utile. J'aime beaucoup les étoiles. C'est du relief, hein, c'est ça, Fanny? C'est de la réalité augmentée. Ouais, mais tu n'as pas un effet de relief, en fait, entre l'œil droit et l'œil gauche? Si, tu as ce petit effet de relief. Et puis surtout, ça te permet de voir aussi, quand tu es dehors, tu peux regarder justement les étoiles, le ciel et avoir une surimpression. En surimpression, autant pour moi, je n'avais pas compris le concept. Très bien. Voilà. Merci. Donc voilà, j'aime beaucoup parce que justement, moi je suis une vraie quiche à chaque fois pour retrouver les étoiles à part la grande ours. Ouais. Mais ça me passionne, j'adore regarder les étoiles. Voilà, surtout que dans les grandes villes, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de pollution lumineuse, comme on dit dans l'astronomie. Merci Fanny. Sébastien, ton coup de cœur? Alors moi, mon coup de cœur, c'est un jeu de société. J'aime beaucoup les jeux de société. Et c'est un jeu de plateau, c'est un jeu de société qui est à mi-chemin entre le jeu de plateau traditionnel et le jeu vidéo. Ça a été créé et développé par une entreprise française qui s'appelle les Éditions Volumiques. Et en fait, le principe, c'est qu'on a un très joli plateau de jeu en carton. Et les pions du jeu, en fait, sont des smartphones, Android ou iPhone. Ouais. On les déplace et les écrans des smartphones, en fait, montrent le dessous du plateau avec une réalité augmentée. C'est un jeu de pirate. Donc chacun incarne un pirate avec son bateau. Et le jeu vous confie des missions qui, en plus, comme par hasard, sont des missions qui prennent en compte les autres joueurs. Donc vous invite à vous rencontrer, à vous taper dessus, à vous piller, à récolter des trésors. C'est absolument révolutionnaire comme système de jeu.
et c'est vendu sur le site de volumic.com. Et je vous invite à voir, j'ai donné une vidéo, j'espère qu'il y aura le lien, voir une vidéo de démonstration qui sera exposée sur l'émission. Oui, ce sera même mis au montage, ne t'inquiète pas, on mettra le lien dans la description de cette vidéo sur la chaîne de Dailymotion. Merci Sébastien, de ton côté. Paul, ton coup de cœur ce soir? Alors moi, mon coup de cœur, c'est un nouveau drone présenté par Parrot au CES et qui n'a plus cette forme de quadricoptère et qui ressemble plus à un avion classique. Et ça a l'air extrêmement sympa à utiliser, ça a l'air très très drôle et j'ai vraiment hâte de faire joujou avec. Ouais, c'est carrément une aile volante, hein, c'est bien ça. Oui, Ouais. c'est plus une aile. Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser? Parce que j'ai l'impression que les drones, c'est de plus en plus encadré. Et Bah là, il te faut de bientôt, l'espace quand même, tout simplement. Hein, en plus, il faut de l'espace. Ouais. en espace urbain, mais l'idée, ce qui est vraiment ingénieux dans le coup de cœur de Paul et dans l'aile volante de Parrot, c'est ce qui s'affiche à l'écran, les 45 minutes d'autonomie. C'est-à-dire qu'effectivement, un hélicoptère, enfin un drone équipé et qui fonctionne un peu comme un hélico, n'a pas de portance naturelle. Un avion ou une aile a de la portance et donc peut planer, et ce qui lui donne donc une autonomie bien supérieure. Et on peut vraiment le faire voler très très loin. Ça pose aussi d'autres problèmes en matière éventuellement de sécurité, pour le faire revenir, etc., d'autres pour de sécurité publique. On aura l'occasion de parler avec Henri Sédou, puisqu'il viendra, vous verrez, prochainement dans cette émission pour parler un petit peu de l'aventure des drones et de Parrot en particulier. Merci Paul. De mon côté, mon coup de cœur, on en a beaucoup parlé notamment en fin d'année dernière lorsqu'on a fait notre émission spéciale 6 mois avec le MacBook Retina, un MacBook que connaît bien Paul parce qu'il l'utilise quasiment tous les jours. L'un des grands manques, vous le savez, de ce MacBook, c'est qu'il a un unique port, le port USB-C. Donc si on veut brancher une caméra, que dis-je, un accessoire USB quelconque, un écran ou ne fût-ce que un accès réseau Ethernet, c'est un peu compliqué parce qu'il faut utiliser une myriade d'adaptateurs. Heureusement est arrivé enfin un dock USB-C, c'est OWC qui fait ça, le célèbre constructeur de périphériques outre-Atlantique, qui permettra de connecter sur le portable via un seul câble USB-C, aussi bien un périphérique USB 3, donc il y aura 5 ports USB 3, un Ethernet gigabit pour le réseau, une sortie HDMI pour le moniteur, une entrée-sortie audio, et même un lecteur SD card. Il se décline en 3 couleurs, donc c'est propre à chaque couleur du MacBook Retina, même le Gold, et son prix sera de $159. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 214e, sans me tromper, numéro de On fait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez Cédric sur LCI en plein écran et bientôt en clair. On a hâte de voir ça, Rodrigo, chaque semaine. Et Fanny, très prochainement dans une Fanny's Party. C'est bien ça, Fanny? Ouais, le mardi 26 janvier, et ce sera toujours à Hard Rock Café, et on va faire des ateliers objets connectés. On va vous apprendre à faire de la soudure. Oh bah écoute, on va essayer d'être là, tiens, ça m'intéresse. Merci Fanny. Sébastien, c'était une première ce soir. Merci beaucoup d'avoir été notre testeur en chef autour de cette enceinte de Vialet. Tu reviens quand tu veux. Eh ben, avec plaisir, je reviendrai si vous m'invitez. C'était un grand plaisir d'être participé. Merci Sébastien. Paul, vous le retrouvez toutes les semaines dans On fait le même, également sur son blog, Mac Coffee Talk, c'est bien ça, Paul? Oui, effectivement, mais voilà, il y a un autre grand projet qui se prépare, on va changer de nom, et puis si tout se passe bien, dans quelques mois, on aura un site web très garni, des émissions web peut-être aussi, des podcasts audio, et peut-être même un magazine print, donc voilà, on vous attend très nombreux, et suivez ça de près, il y a une page Facebook. Écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Quant à nous, on se retrouve, si vous le voulez bien, dès la semaine prochaine. On vous réserve une petite surprise. Soyez au rendez-vous. Au revoir.